Oui, avant de démarrer, tout le monde m'entend? Allô, allô? Oui, c'est bon. Avant de démarrer, juste je vous refais le descriptif de ce soir, comme ça on va démarrer à l'heure. On se donne un quart d'heure pour la présentation du CAUE, je ferai un commentaire juste avant. Ensuite, on fait notre conseil et je vais essayer de tenir le bonjour à tous. Oui, il y a Farg qui arrive. Oui, oui. De toute façon, on est sur la partie, une première partie qui est importante. Donc, bonjour à tous. Donc, j'ouvre ce conseil. Pour ouvrir ce conseil, avant d'entamer l'ordre du jour, on a une partie sur le CAUE. Donc je vous propose que je désignerai un secrétaire de séance, etc., quand on sera sur la partie officielle du Conseil. Donc ce soir, il était important pour nombre d'entre nous d'accueillir le CAUE. Un, parce qu'on le fait très souvent à chaque début de mandat, présenter les différentes structures. Mais ce soir, ça revêt un moment un petit peu particulier. Pour beaucoup d'entre nous, de communes, d'acteurs, le CAUE joue un rôle très important. Alors les nouveaux élus, il va falloir qu'ils se dépêchent, puisqu'aujourd'hui le CAUE passe une crise très importante. Je laisserai Étienne en parler. En tant que maire sur la commune de Langon, je sais que chacun a eu ses projets. Et nous, on a énormément utilisé depuis une dizaine d'années le CAUE en conseil, en accompagnement. C'est des compétences qui sont externes, qui nous aident. Et je le dis souvent, quand on est élu, on est légitime mais pas compétent. Il y a plein de sujets sur lesquels, avant de se lancer, c'est bien d'avoir un regard technique. Et c'est ce qu'apporte le CAUE. Donc j'avais prévu qu'il vienne aujourd'hui et puis je lui ai demandé qu'il ne renonce pas à sa venue malgré des annonces qui sont assez terribles et je pense qu'il pourra en parler. Et c'est important de voir les visages parce qu'il y a des visages derrière ceux qui portent les projets, il y a des visages, il y a de l'humain dans tout ça. Et quand on parle de suppression de postes de manière très importante, c'est rappeler que derrière tout ça, c'est des services publics qui, quelque part, se délitent. Donc, moi, ça me semblait important d'avoir Étienne qui a été très impliqué sur le territoire, qui soit là pour présenter ce que pourra peut-être encore faire le CAUE, et puis en espérant qu'il soit encore au rendez-vous, parce que lui-même ne le sait pas. Donc, j'imagine que c'est avec une certaine émotion qu'il va nous présenter un petit quart d'heure, s'il te plaît, le CAUE. Merci, merci à tous. Rapprochez le micro, ouais. Hop, comme ça c'est mieux peut-être. Merci beaucoup de me recevoir. C'est très étonnant pour moi parce que d'habitude je vous vois de manière indépendante. Donc là j'ai tout le monde d'un coup, c'est assez impressionnant. Oui, donc vous savez, ce matin, on a eu donc un vote, le vote du budget départemental avec une enveloppe qui a été votée à 1,5 million, 1,3 million pour le CAUE, donc qui ne sera pas suffisante pour conserver l'ensemble des postes. Donc on se bat, il y a des solutions techniques qui existent encore et donc il faut les explorer, voir tout ce qu'on peut faire pour éviter les licenciements. Donc, comme on dit, on lâche rien. Donc, en attendant, moi, je suis architecte conseil, paysagiste conseil. J'ai la double casquette et urbaniste en Sud-Gironde depuis 2012. Voilà. Et donc, avec les 6 licenciements qui a eu lieu l'année dernière, on a recomposé les secteurs. Et donc, je suis passé de 68 communes à 102, je crois. Donc un pool de conseils collectivités qui explose, voilà, avec des nouvelles équipes et tout ça. Donc le CAUE, je vais vous présenter ça rapidement. C'est une association loi 1901 qui est financée par la taxe d'aménagement, qui n'est plus perçue, due à une réforme fiscale initiée par Bercy. Et donc on a beaucoup de mal à récupérer cette taxe, dont un tout petit pourcentage sert au final au financement du CAUE. Donc le CAUE, qu'est-ce que c'est? En fait, on a 4 missions d'intérêt public qui sont informer, conseiller, sensibiliser et former. Donc on s'adresse à tous les publics, élus comme particuliers, techniciens comme professionnels. Et donc dans ce cadre-là, de ces 4 missions, on va avoir un certain nombre d'interventions qui sont plus de l'ordre du culturel ou de la culturation, ou des missions de conseil et de sensibilisation de l'autre côté.
On a quelques principes d'intervention à chaque fois. C'est que comme on est financé par une taxe d'État, on n'a rien à vendre. Et c'est un des grands avantages par rapport à un architecte libéral, que je suis par ailleurs en dehors de mon secteur de CAUE, c'est que n'ayant rien donc à prouver ou à vendre ou quoi que ce soit, mon discours il est complètement neutre. Donc quand il y a des bêtises que je vois, je le dis. Quand il y a des choses qui sont très bien, je le dis aussi. Et on construit ensemble les projets sans avoir un intérêt derrière. Donc c'est bien les quelques mots valises qu'on a mis dessous, quoi. C'est-à-dire neutralité, équité, qualité, sobriété, proximité, la gratuité. C'est ce genre de notions-là dont relève la mission. Donc je vais vous présenter quelques éléments des différents produits qui ont été créés en termes de sensibilisation ou de connaissance du territoire. Donc là, ce sont des fiches dépliants qui s'adressent à l'architecture, au patrimoine, comment rénover ses menuiseries en site protégé par exemple, organiser un jardin qui peut être résistant aux sécheresses, de choses comme ça. Donc ça se présente un peu sous cette forme-là de dépliants, qui peuvent être aussi utilisés en poster. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Il y en a d'autres, je ne vais pas tout vous présenter parce que ça va être un peu lourd et ça va dépasser les 15 minutes. Ceci, c'est un outil qui peut vous aider aussi. C'est un observatoire qu'on appelle l'observatoire curiosité avec des outils de recherche qui vous permettent de voir des équivalences de projets quand vous avez une idée de projet par exemple, un pôle administratif ou un cimetière, une cour d'école, des choses que vous avez en tête, vous pouvez avoir des éléments de référence qui vont être recensés dans cette partie-là de notre site internet. Vous l'avez à l'échelle girondine et puis vous l'avez aussi à l'échelle nationale, c'est l'Observatoire des CAUE. Donc on a à l'échelle de la France entière un certain nombre d'exemples qui peut vous permettre d'avoir une idée de à la fois la qualité qu'on peut en attendre et puis le coût. Donc c'est des ratios généraux, mais ça permet d'en avoir une certaine idée. Une autre action culturelle, c'est Archistoire et puis notre chaîne YouTube qui recense pour la plupart des formations qui ont été déjà dispensées. Donc Archistoire, c'est une application qui permet d'avoir un parcours. Donc là, c'est au fil de la Garonne, un certain nombre de parcours qui présentent les villes, les paysages, les grands traits du paysage et qui apportent une certaine connaissance du territoire. Des expositions qu'on fait circuler donc sur différents thèmes. Qu'il s'agisse d'expositions sur la maison girondine, la nature au quotidien ou comment jardiner la rue, différents thèmes à chaque fois. À destination plutôt donc des élus, on a le guide des élus où on recense un peu l'ensemble des interventions qu'on peut avoir auprès des élus. Et puis quelques guides pratiques, notamment l'accessibilité incendie en ERP, des fiches méthodologiques, des guides sur l'aménagement des cimetières, des guides sur les clôtures, des choses comme ça qu'on a à disposition, téléchargeables. Ça, c'était donc tout ce qui est partie culturelle, et puis sensibilisation, information, guide et tout ça. Et puis après, on a la partie conseil, qui se divise en conseil pour les particuliers et conseil pour les élus. Donc on a 40 points de permanence. Il y a quelques temps, on a été monté même à 61, je crois. Donc on a essayé de les composer de telle manière à ce que tout citoyen en capacité de se déplacer ait pas plus de 20 à 30 km pour arriver à un point de permanence. Voilà. Et après, cas exceptionnel, donc on ne se déplace pas sur les sites du projet, sauf si la personne à conseiller est dans l'incapacité de le faire. À ce moment-là, on se déplace, bien sûr. Donc pour le secteur Sud-Gironde et un peu plus large, voilà donc les dates de permanence, comment ça se passe. C'est-à-dire qu'en général, c'est les premiers jeudis. Premier jeudi, deuxième jeudi et le troisième jeudi à Saint-Médard-des-Anses. On fait aussi du suivi ADS, donc de l'aide à l'instruction, à l'application du droit des sols, sur demande.
c'est-à-dire quand vous avez un argument à formuler, mais qui doit être accompagné d'un caractère qualitatif, donc qui peut être soumis à contentieux ou des choses comme ça, on arrive pour argumenter la chose et argumenter le projet qui vous permettent d'avoir une assise dans la décision que vous prenez sur un permis de construire ou une déclaration d'urbanisme. Et donc on fait aussi du conseil en médiation en lien avec les architectes des bâtiments de France, le plus souvent avec des retours sur permis de construire, des refus de permis de construire par architectes des bâtiments de France, qui réorientent vers nous dans le cadre d'une permanence. Et donc on arrive à trouver des éléments de réponse et des solutions ensemble. Fut un temps, on faisait même des permanences à deux têtes, donc avec les architectes des bâtiments de France, et ça avait la pertinence de pouvoir trouver des solutions tout de suite. Donc voilà comment ça se passe. Suivant les collègues, certains dessinent beaucoup. Moi, depuis tout petit, je dessine beaucoup. Et je trouve que ça fait partie du conseil que le porteur de projet reparte avec un peu le discours du projet, de ce qu'on a vu ensemble, et qu'il puisse refaire l'histoire chez lui, reprendre rendez-vous, affiner les choses, et de telle manière à être vraiment dans un processus de co-construction du projet qui lui permette à la fois d'avoir le projet qu'il souhaite, en respectant les contraintes urbanistiques ou patrimoniales, et forcer la qualité le plus possible. Un autre cas de figure, on peut faire des fiches conseils, avis techniques, des avis. Là, c'est sur un exemple, sur un retour sur architecte des bâtiments de France qui était négatif parce que le projet était tel qu'il y avait un impact par rapport à la zone de protection. Et donc là, ça a été l'occasion, en plus de se faire plaisir, c'est qu'on fait un avant-après, je fais une petite aquarelle croquis, ça me fait plaisir, ça permet de faire surtout avancer le dossier de manière positive, donc on ne s'en prive pas et on le fait. Le conseiller aux collectivités, alors c'est celui-là qui va sans doute plus vous intéresser. Donc au fil des interventions, notamment sur la période Covid où on a eu une augmentation significative du nombre de conseils, on est arrivé à faire des formulations de conseils plus rapides, donc des conseils qu'on dit flash, donc on prend le sujet et puis on a un schéma, un coût ratio mètre carré assez rapide sur un A3 et on rend la chose pour que la personne, les élus puissent commencer à réfléchir dessus. Puis en fait c'est devenu la porte d'entrée pour des conseils un peu plus longs, conseil de faisabilité ou lettre programme qui vous permet d'avoir le contenu, le co-construire avec vous et qui permet, feu giron de ressources, mais qui faisait les documents d'urbanisme, les documents officiels de marché public, et donc les deux se combinaient de telle manière à avoir la meilleure réponse en termes de sélection de maîtrise d'œuvre derrière. Donc toute notre mission, en fait, c'est d'aller dans les territoires les moins dotés en ingénierie publique, et donc de pouvoir faire sortir des marchés publics qui ne seraient jamais sortis si on n'était pas venu. Voilà, donc j'ai une foultitude d'exemples depuis 2012. Voilà, mais en l'occurrence, il y a un exemple ici, par exemple, qui a été inauguré très récemment, le week-end dernier. C'est la maison de santé à Capsieux, sur laquelle on a pu intervenir au départ, de telle manière à définir un peu à grands traits le projet, et qui a permis donc de faire participer l'ensemble des élus et puis de constituer un jury de sélection de maîtrise d'œuvre pour ensuite passer la main, bien sûr, à la maîtrise d'œuvre qui assurait l'ensemble du projet. Voilà. Et donc, dernier point, je suis un peu long, désolé. Le CAUE, donc vous le savez maintenant, le CAUE est en danger. Donc on avait 92 CAUE, on n'en est plus que 91 maintenant. Le CAUE de la Manche a fermé, a été liquidé avec 14 salariés qui ont été licenciés. Voilà, et donc les 91 restants sont en danger. Nous-mêmes, donc 1,3 million ce matin. On ne sait pas trop comment on va faire. Je ne sais pas si je serai là au mois de septembre. Voilà, ça serait avec grand regret, mais voilà ce qu'il en est pour le moment. En tout cas, et on continue à lutter. En tout cas, moi je tenais à te remercier d'être venu quand même malgré tout.
Parce qu'on voit bien qu'au travers de la restitution, et je pense que le document, ce qui sera important pour montrer aussi, c'est que je souhaite que ce document qui a été présenté il soit partagé à tous et à toutes, et que chacun d'entre nous, moi j'ai déjà fait en mon nom, et je sais que certains l'ont fait, mais aussi en tant que président de la CDC, j'ai déjà pris position pour rappeler combien c'est important les missions qui sont menées sur ce territoire-là. On est sur des territoires où on est souvent fragilisé dans notre ingénierie humaine, et c'est hyper important que de s'agréger des compétences. Elles y sont aujourd'hui. Et en tout cas, à la mesure de ce qui pourrait être fait en ce qui nous concerne, on continuera à vous soutenir. Et j'espère vraiment qu'on se reverra à la rentrée, mon cher Étienne. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. Merci. Je vous propose de démarrer notre conseil de communauté et puis de désigner un secrétaire de séance. Donc vous savez que par commodité, je désigne des vice-présidents parce que pour les signatures, derrière, c'est beaucoup plus facile pour nous. Donc je propose, vu qu'on a encore quelques sujets financiers, qu'il n'a à mes côtés ce soir, que ce soit Yann Marot. S'il n'y a pas d'opposition, vous en êtes d'accord? Merci. En préambule, ce que je souhaitais, avant de commencer, de rappeler qu'on a eu donc cet épisode de canicule. Rappeler que pour la première fois, puisqu'on avait travaillé sur le précédent mandat à faire un plan intercommunal, merci Étienne, un plan intercommunal de sauvegarde qu'il faut qu'on finalise, qu'on évalue et qu'on a lancé pour la première fois la semaine dernière. Donc rappeler que la collectivité est venue en appui des communes quand il y en a eu besoin, que sur nos compétences ALSH, piscine, on a fait en sorte de tout mettre en œuvre pour être au rendez-vous de ces enjeux. Et on voit bien que de toute façon, comme on l'a évoqué en bureau des maires, on a un travail aussi très spécifique à faire, sur nos documents intercommunaux. Donc il y a une réflexion qui sera lancée, qui est dans le cadre de toute façon. Il faut se souvenir que notre vice-président nous alerte depuis des années sur le sujet d'investissement tous les ans. Il y a un sujet d'évaluation aussi de à la fois des différentes crises et du PIX. Ça a été évoqué en commission environnement. Donc sur ce PIX-là, moi je souhaite qu'effectivement on puisse l'évaluer, qu'il y ait des rapporteurs. J'avais évoqué en bureau des maires et puis en commission qu'il serait bien qu'il y ait 2 rapporteurs. Donc j'avais proposé, évoqué que notre collègue d'Uzest puisse... Putain, je me mange ton prénom tout d'un coup. Fabrice. Je cherche le prénom depuis que notre collègue Fabrice, qui est né, puisse... il me l'avait suggéré quand on était en crise, parce que tu avais bien vu qu'on était les uns au moment des inondations dans le dur. Tu dis, ce serait pas mal qu'il y ait toujours un regard extérieur. C'est comme ça qu'on avait évoqué. Donc je t'avais dit, on prend le point. Et il faut évaluer ça et avoir des rapporteurs, comme Marion Claverie, qui, de par son parcours au sein de la préfectorale, a travaillé sur ces sujets-là. Et donc ça peut être 2 rapporteurs. Il ne se substitue en rien au travail des vice-présidents. Hein. On va le faire comme pour toutes les autres commissions, mais ça me semble important de pouvoir mettre ça en œuvre. Donc on va y aller tranquillou, puis on l'évaluera tout au long du mandat. Donc c'était l'occasion aussi de marquer une considération importante à nos services et à nos agents qui se sont mobilisés sur le sujet. On passe au premier point, l'approbation du compte-rendu du conseil communautaire. Est-ce qu'il y a vous l'avez reçu, s'il n'y a pas de remarques, je vous propose de passer au vote pour l'approuver. Qui est contre, qui s'abstient, un vote à l'unanimité. Sur les décisions, le point 2, sur les décisions du président, on se retrouve là pour le coup que, comme à chaque fois, sur les déclarations d'aliénés du mois d'avril et de mai, sur les renonciations de droits de préemption. Pas de communication plus que ça sur le sujet. 3, vous savez que nous avons l'obligation, compte tenu dans les 6 mois de notre élection, nous devons approuver le règlement intérieur de notre collectivité. Donc on l'a juste mis légèrement nettoyé, on l'avait partagé, j'avais déjà en bureau des maires aussi évoqué les orientations. Il y avait des recommandations qui avaient été faites au niveau national de l'Association des maires de France, des recommandations aussi qui avaient été faites sur l'AMG. Nous, ce qu'on a suggéré, c'était sur la visioconférence que ça puisse être fait, notamment sur nos commissions.
Après, il n'y a rien de nouveau par rapport au précédent, mais c'est un règlement d'usage qui est important puisqu'il structure et garantit le fonctionnement de notre collectivité, notamment le pouvoir d'interpellation, quand il y a des questions à poser en conseil, en amont sur les sujets, le fonctionnement de nos instances. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, vote à l'unanimité. Et je passe la parole maintenant, comme souvent, à notre vice-président Yann Marot sur la partie finance. Merci, Président. Bonsoir, chers collègues. Alors, pour les finances, le point numéro 4, je vais vous faire un petit compte-rendu des marchés de plus de 3 000 € qui ont été signés, 3 000 € hors taxes qui ont été signés par notre président entre le 10 avril et le 18 juin 2026. Alors, toutes les procédures sont des MAPA et des procédures adaptées marché public. 3 typologies, services, fournitures et travaux. S'agissant des services, donc séjour en mini-camp entre le 21 et le 24 juillet, l'espace jeune, pour un montant de 4 240 € et 10 centimes. Transport LSH pour la saison estivale pour 7 790 € TTC. Le gros sujet, la maintenance et l'exploitation de nos installations de chauffage et de chaude sanitaire et de ventilation, le P2 qu'on appelle pour les professionnels, où on reconduit donc IDEX Énergie pour un montant, donc ça peut paraître beaucoup, mais c'est pour 4 ans, pour tous nos sites, pour 112 171 € et 30 centimes. Je passe aux fournitures. Un nettoyeur vapeur à la crèche de Saint-Saëns pour 3 777 € et 30 centimes. Des produits de qualité d'eau de piscine à Villandreau pour un montant de 5 187 € et 56 centimes. Un gros sujet concernant le SPAN, qui est l'achat d'un véhicule, un Renault Express pour 18 067 € et 96 centimes. Tout ça, c'est du TTC. S'agissant des travaux, je vais peut-être aller directement au plus gros des travaux avec des réfections de toiture, tant à l'ESH Bertric pour 32 795 € et 41 centimes. La reprise de la toiture de la SH de Touraine pour un montant de 31 267 € et 16 centimes. Nos sujets photovoltaïques qu'on avait lancés dans le mandat précédent avec l'installation qui va être ici sur le parking du siège pour un montant de 204 000 € TTC. Même type d'installation plus petite au niveau de la crèche de Saint-Pierre-de-Mons pour un montant de 39 600 € TTC. Remise aux normes incendie de nos bâtiments, c'est la télésurveillance pour 5 681 € et 4 centimes. Peut-être vous me ferez grâce des reprises de peinture pour quelques milliers d'euros, l'installation éclairage vers du Grand Passage, une porte coupe-feu au MACFA et des missions de contrôle pour la Maison des Projets. La Maison des Projets, l'ancienne bibliothèque de Langon, où là on est en phase APD, on lance le permis en ce moment, voilà, pour des travaux qui devraient se terminer, j'espère, à l'été 2027 ou à la rentrée 2027. Je m'aperçois que j'ai oublié pour chacun de vous citer les fournisseurs de chacune de ces prestations. Bon, ils sont tous clairement identifiés dans le document de synthèse, donc vous me ferez grâce de ne pas tous les répéter, s'il vous plaît. Président. Je passe au vote, s'il n'y a pas de questions. J'en avais une pour Amélie, mais elle ne concernait personne de la salle. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Point numéro 5, c'est une régularisation comptable d'un budget déchet. Alors, bon, très honnêtement, on se traîne a priori dans notre balance de sortie d'exercice depuis 2015. Donc, ça remonte à l'intégration de la CDC du canton de Villandreau, une intégration de biens. Voilà, il y a un solde débiteur qui est anormal de 66 395 € et 2 centimes. Bon, en fait, il nous est demandé de régulariser, c'est une opération d'ordre, c'est du plus-moins. Il n'y a aucune incidence financière. Il faut émettre un mandat d'ordre budgétaire sur le compte 1068, chapitre 41 de ce montant-là, et en même temps, une émission de titre d'ordre budgétaire sur le compte 1021, chapitre 21, pour le même montant de 66 395 € et 2 centimes. Est-ce qu'il y a des remarques ou questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Un petit commentaire. Il n'est pas là, Christophe?
Ah oui, donc pour rappeler que dans les renouvellements des instances, que Christophe Doré, qui était président sortant du SICTOM, a été réélu. Et s'il le veut bien, j'aimerais bien qu'il fasse un commentaire à la fin sur... il y a quelques... C'était quand l'élection, Christophe? Il y a 15 jours? 3 semaines? 20 mai. Et donc, il y a encore quelques installations qui sont importantes et j'aimerais bien qu'il nous tienne informés sur demain, si tu le veux bien, à la fin. Ensuite. Merci. Point numéro 6, là, je commence la litanie des décisions budgétaires modificatives. Donc, je commence par le budget enfance-jeunesse. On a un sujet en plus-moins de 500 €. Et c'est des corrections qui ont été apportées pour intégrer les modifications de recettes relatives à l'exercice précédent 2025. Donc, il faut créditer le compte 677, annulation de recettes, exercice antérieur, pour un montant de 500 € et compenser cette opération par une diminution du compte 6218. Si pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci. Je vous remercie. Décision budgétaire modificative pour le SPANC. Donc là, comme vous le savez, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc le SPANC s'est doté d'un nouveau véhicule, plus fiable, plus adapté à ses besoins. L'ancien était vétuste, immobilisé. Bon, voilà, c'était une vieille voiture. On ne pouvait pas faire de réparation dessus. Donc, il a été cédé à un repreneur pour un montant de 150 €. Et donc, c'est cette opération que je vous demande de bien vouloir valider ce soir. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 8. Donc, la commission intercommunale des impôts indirects, la fameuse CII direct. Il y a tellement de I. Donc, il n'y a que 2 I. Il n'y a que 2 I. Il n'y a pas 3 I. Donc, la commission intercommunale des impôts directs. Bon, on a largement évoqué ce sujet lors de la commission finances du 11 juin dernier. Et la semaine dernière, également au bureau des maires. On doit présenter une liste de 40 personnes membres de notre collectif, définir 20 commissaires titulaires, 20 commissaires suppléants. Dans cette liste de 20, le directeur départemental des finances publiques désignera 10 commissaires titulaires et 10 commissaires suppléants. Je ne vous fais pas la liste des 40 volontaires que je remercie d'avoir bien voulu lever le doigt. Certains ont été un peu aidés, je remercie quand même. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Point numéro 9, la CLECT, donc la Commission locale d'évaluation et transfert des charges. Donc je ne vous refais pas, chers collègues, l'explication de ce qu'est la CLECT. Aujourd'hui, on doit se prononcer sur sa composition et qui doit être validée, votée à la majorité des 2/3 de notre Assemblée. Donc la proposition qui est faite, qui a été proposée en commission finance également et entérinée en bureau des maires, c'est que quelle que soit la taille de chacune de nos communes constituant notre EPCI, chaque commune nommera un délégué titulaire et un délégué suppléant. C'est ce que je vous propose d'acter ce soir. C'est bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 10, approbation du nouveau règlement budgétaire financier, le fameux RBF. Donc, on en a là aussi parlé en commission finance et en bureau des maires la semaine dernière. Tout ça, c'est lié au fait qu'on s'engage dans un nouveau référentiel qui s'appelle le M57 pour les techniciens. Ce RBF, il fixe notamment les modalités d'adoption du budget, les conditions d'exécution du dit budget, la gestion des programmes pluriannuels, la tenue de l'inventaire des collectivités et la constitution des provisions pour risques et charges. Bon, je crois qu'on n'a tout simplement pas le choix que de le voter. On l'a partagé assez longuement la semaine dernière. S'il y a des questions qui pouvaient encore venir, avec Hélène, on est à votre disposition. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Participation des communes au financement des services numériques de Gironde numérique. Alors, juste, je rappelle que notre conseil communautaire a délibéré en avril 2014 pour que notre CDC adhère à l'offre de services de Gironde numérique. Donc, c'est un dispositif public de mutualisation des services numériques qui permet donc à notre CDC et à certaines de nos communes qui en sont membres de bénéficier de toute l'ingénierie de Gironde numérique, tout ce qui a trait au système d'information, aux maintenance sur ces 10 systèmes, la dématérialisation des procédures, enfin tout ce qui nous sert plutôt bien au quotidien.
Le sujet, pas trop la remise en question de la compétence et de la technicité des géants numériques. Le vrai sujet est financier. Pourquoi ? C'est que cette émanation du conseil départemental est moins aidée qu'il ne l'était par le département, qu'à aujourd'hui, on se retrouve avec une participation qui croît de manière significative, puisque sur 2026, l'adhésion s'élève à 51 671 €, à comparer avec l'adhésion de l'an passé, qui était à 37 831, soit une augmentation de 13 840 €, presque, Robert, 40% ou 50%. Voilà. Au demeurant, en 2021, on était à 30 000. Voilà. Donc, ça croît mécaniquement. Le sujet qu'on ne peut pas ne pas aborder à ce stade-là, c'est quand même le poids de la volumétrie de la sauvegarde. Donc, au-delà du fait que le département ne participe plus, on a un vrai travail dans nos communes, et en CDC certainement aussi, de dépoussiérage, si j'ose dire, et surtout de suppression des fichiers informatiques qui sont en doublon, en triplon ou qui sont caducs. Donc ça, c'est un vrai travail qu'on doit faire. La commission finances a insisté là-dessus, puisqu'elle vous propose cette année que cette augmentation de l'adhésion soit quand même prise en charge, comme elle l'était avant, à 50% par notre CDC, ce qui mécaniquement augmente aussi un petit peu la participation de nos communes membres. Donc, je vais vous faire une proposition qui a été faite la semaine dernière, qui fait que les communes de moins de 500 habitants passeraient de 300 à 400 € par an, celles de 1000 de 500 à 650, celles de 3500 de 900 à 1200 et celles de plus de 3500 de 1200 à 1600. Ça, c'est la proposition qu'on a discutée, que je vais vous proposer de voter. Il n'en demeure pas moins vrai que ce qui est ressorti de la commission finances, c'est qu'il y aura un regard qui sera très aigu l'an prochain par rapport au travail des collectivités, des communes qui auront fait le boulot de vraiment diminuer leur volumétrie ou pas. Voilà. Étant entendu que certaines qui sont, je dirais, plus centrales et qui font par exemple des documents, des pièces d'identité, des passeports, je vois Saint-Saëns, je vois Langon, ces communes-là, mécaniquement, stockent un peu plus. Donc, il faudra qu'on trouve une clé de répartition. Mais quand même, il est probable qu'on s'intéresse à la volumétrie l'an prochain, qu'on ne soit pas simplement au forfait. S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, vote à l'unanimité. Je vous remercie, chers collègues. Point numéro 12, toujours dans la continuité de ce que j'ai dit, participation des communes au financement du poste d'informaticien mutualisé. Donc là aussi, on a recours au service d'un informaticien proposé par Giron Numérique, qui globalement donne satisfaction, même très bonne satisfaction, pour pouvoir se payer les prestations de cette personne-là qui a un temps passé avec nous dans le cadre d'une convention qui est signée, qui a 2,5 jours par semaine, et c'est ce qu'il faut aux uns et aux autres. Ça nous coûtait 150 € par poste informatique et par an, par commune adhérente. Toutes les communes de notre CDC ne sont pas adhérentes, j'insiste. Écoutez, en 2025, le coût de cet informaticien collectivement au niveau de la CDC était de 33 258 €. On passe à 43 588 €. Et là aussi, on est à peu près dans les mêmes proportions d'augmentation, toujours liées à la participation du département qui s'étiole, pour rester poli. Voilà. Donc, si on veut rester dans cet équilibre de participation de la communauté de communes, je me vois contraint, chers collègues, de vous proposer de passer dans nos participations communales de 150 € par poste informatique et par an à 200. Voilà. Ce coût, même en passant de 150 € à 200 par commune, fait que notre communauté de communes passera de 19 900 € à 25 088 €. Est-ce qu'il y a des remarques ou questions ? On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, vote à l'unanimité. Je rappelle à chaque fois, je fais un commentaire pour remettre aussi les visages des uns et des autres aussi, puisqu'on est dans la partie installation, de rappeler que notre délégué titulaire, c'est Tito Alfonso, Anacleto Alfonso, et qui fait le lien avec, depuis le précédent mandat, avec Vincent de Dieu, ici présent. C'était pour qu'on puisse toujours remettre un visage aux uns aux autres. Vincent.
Et puis tout ça pour dire qu'on vient de passer une séquence, vous avez vu, où on frissonne un petit peu de nos soutiens qui se fragilisent sur des services dont on a tous et les uns et les autres besoin. Donc voilà, exactement. On continue, Yann. Point numéro 13. Alors juste pour Géant Numérique, pour quelques collègues qui seraient intéressés, je tiens à leur disposition quelques livrets qui nous restent sur le fonctionnement et sur le qui nous sommes de Géant Numérique. Donc pour ceux que ça intéresse, je les tiens à leur disposition. Point numéro 13, donc c'est les attributions des subventions dans le cadre d'appels à projets au soutien de la vie associative. Là aussi, on en a largement parlé la semaine dernière. Je voudrais vous rappeler que lors du vote du budget du 28 avril dernier, vous aviez, et je vous en remercie, accepté de voter une enveloppe globale de 50 000 euros pour venir en aide à la vie associative économique. Donc, pour faire simple, je remercie les collègues, puisqu'on se tiendra à ce chiffre-là, même si les demandes des associations ont été bien au-delà, avec 38 000 euros pour la partie associative et 12 000 euros pour la partie enjeux économiques. On a détaillé toutes les associations la semaine dernière. Je ne sais pas si vous souhaitez que je le fasse. Ça ne m'apparaît pas forcément nécessaire. Sachant qu'on a vraiment insisté sur celles qui sont dans nos compétences, les sujets école de musique ou les espaces de vie sociale, ou une partie contributive aussi sur la dimension économique. Car je rappelle qu'une des compétences premières de la communauté de communes, c'est le volet économique. Donc on est vraiment resté sur ça. C'est ce qui a fait que dans les critères d'attribution, on a forcément exclu certaines structures. Ce qu'on peut voir, c'est que quand même, malgré tout, on a cranté sur quelques années, puisqu'on fait de l'aide associative. Juste une remarque, je rappelle que s'il y a des personnes qui ont des responsabilités dans les associations qui sont dans le compte-rendu, ils doivent se déporter. C'est bon, il n'y a pas de déport, on peut passer au vote. Hein ? J'ai pas compris, Martine. Pourquoi ? Oui, quand quelqu'un est dans une structure... oui ? Oui. Donc, non, mais c'est juste... moi, j'ai besoin de signaler, si quelqu'un a une responsabilité dans une structure associative, il doit se déporter, le signal. Donc là, toi, tu te déportes. Ah oui, le déport, c'est qu'on dit qu'on ne participe pas au vote et qu'on se dégage donc on se déporte du vote. Et on le met au compte rendu. C'est bon pour tout le monde ? Non, on vote globalement là. Si, elle le dit, elle va le dire, comme on l'a fait pour la commune, elle va dire pour quel pas le stade Langonnet. Donc on vote tout, sauf elle se déporte pour le stade Langonnet. On a fait comme ça, tu sais, à Langon, puisqu'on avait une élue qui est d'ailleurs ici présente, je crois, Émilie, elle est là, je crois, là. Elle est repartie, elle s'est trompée. Bon, en tout cas, nous avons, souviens-toi, la présidente, on a tout voté, sauf qu'elle a dit qu'elle s'est déportée. C'est ce qu'il vient de faire là. Mais tu as raison, il vaut mieux être précautionneux sur le sujet. On passe au vote avec un déport sur le stade Langonnet. Donc, qui est contre, qui s'abstient, vote à l'unanimité, sauf sur ton déport. Donc ensuite... commission consultative paritaire pour la transition énergétique, on doit désigner un représentant. Alors j'avais dit la dernière fois que c'était dans la continuité puisque c'était Tito Alfonso, j'avais suggéré Tito Alfonso, sauf qu'en fait, statutairement, vu qu'il est vice-président au sein du SDEG, on ne peut le désigner. Et donc, comme Yann Marot fait partie de la commission, je crois, d'énergie, je ne sais plus, donc la clé, voilà. Pardon, il y a des spécialistes. Et donc, je vous suggérer que ce soit Yann, comme ça, il fera aussi le lien entre nous, notre exécutif, et le SDEG, et puis un certain nombre d'entre vous. Si ça vous va, sur la désignation de Yann, oui. A priori, dans ce qui a été vérifié, non. J'espère que ça a été vérifié. Sinon, ce soit toi.
Sinon. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Non, je crois que ça a été. Oui, ça a été. Non, je crois qu'il ne faut pas que tu sois vice-président. Ouais. Écoute, Vincent, c'est une très bonne remarque. Moi, je pense on le revérifiera. Mais dans ce qui nous était remonté, ce qui avait porté à ma connaissance la semaine dernière, c'était que tu peux pas, le président, le vice-président. Et je pense que est-ce qu'il y a un organe qui fait que le bureau, il n'est peut-être pas tous exécutif, j'en sais rien. En tout cas, sinon, on délibérera au prochain, quoi. Mais je te remercie de l'alerte, il vaut mieux vérifier, ouais. Merci. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Désignation des délégués de la CDC auprès de gestion du système d'endiguement. Ouais. Pardon. Bassan Barry Castes. Sur lequel je vous propose, puisque c'est toujours dans une continuité à la fois sur le fait qu'il y a une commune qui est pleinement concernée, c'est Castes et Castillon, et que notre vice-président, de par sa délégation, doit aussi figurer. Donc je vous propose que ce soit notre vice-président Michel Mortagne en charge de l'environnement et Didier Leholland à son titre de maire de Castes et Castillon. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Modification des statuts. Donc là, notre ami Christopher Latapi, je te propose de détailler le sigle SMAHBV, sachant que notre ami Christopher, aussi dans la même continuité, a été désigné vice-président du syndicat. Si tu peux nous le détailler, Christopher, allez, vas-y. Alors, vas-y, à toi, Christopher. Alors, le syndicat mixte d'aménagement du même bassin et de ses versants. Voilà, donc ça coule plusieurs cours d'eau sur la CDC. Et ce qu'on nous propose ce soir, c'est de voter les nouveaux statuts qui ont été changés au mois avant notre élection, là, du mois de mars, concernant c'est l'animation des cours d'eau. Alors, ce soir, vous me proposerez de voter un avis défavorable. Pourquoi? Parce que nous, on avait besoin de cette animation sur ces cours d'eau et à la demande de Val-Garonne. Ah, ça y est, ça fonctionne. Donc, à la demande de Val-Garonne et de la CDC du Réolais, ils voulaient récupérer, eux, cette compétence, puisqu'ils ont mis en place un bureau interne à leur CDC avec différents techniciens, etc., chose qu'on n'a pas forcément nous. Donc, nous, on vous proposait ce soir un avis défavorable. Et on retravaille sur les nouveaux statuts. Le souci, c'est qu'on attend un rendez-vous à la sous-préfecture de Langon avec Madame Valérie Martin et Jésus Diez pour pouvoir retravailler ces statuts, puisqu'on leur avait fait une proposition qui nous a été refusée. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, on vote l'avis qui est soumis, qui est un avis donc défavorable. 14, 15, c'est ça? Très bien. Je vous propose, merci Christopher, de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité contre cet avis défavorable. Ensuite, on passe... On vote pour cet avis défavorable. C'est pas ce que j'ai dit? Ah bon? Là, il est là, 17, pardon. C'est Robert qui m'a troublé, là. Il faut un coupable, Robert. Avis sur la révision du schéma départemental d'accueil d'habitat du gens du voyage 2026-2030. Donc, vous le savez qu'il nous appartient de nous prononcer. Surtout les communes qui sont concernées par ces actions, que je rappelle, qui sont Langon, Toulaine, Mazères, Pian-sur-Garonne, Biojact, sur lequel on prend acte de ce schéma-là qui est départemental, d'en profiter aussi pour rappeler que nous, notre territoire, nous avons pris notre part depuis le début, avec notamment toutes ces communes qui sont citées, et que ce schéma-là marche quand tout le territoire se met en marche. Et donc, on peut se retrouver sur des sujets de tension contre d'autres territoires, d'autres communautés de communes, par exemple, n'ont pas atteint leur objectif. Ce qui est le cas, puisque je vous rappelle qu'il devait y avoir la création d'une aire permanente sur le Basadé pour 20 places, 12 places de terrains familiaux sur le secteur de Portès, 20 places de terrains familiaux sur le secteur de Podinsac.
quand ils sont en place, ça permet une régulation sur le territoire. Quand ils ne le sont pas, on se retrouve avec ce que l'on vit très souvent quand il manque de terrain, puisqu'on sait qu'ils sont amenés à bouger. Donc, en mémoire de notre ami Patrick qui avait travaillé, j'avais pris une position forte en son nom, dans la continuité en septembre. On l'a rappelé sur toute la fin du précédent mandat. Donc, bien évidemment, on met un avis sur cela en rappelant la volonté qu'il faut que tout le territoire, et ce n'est pas que la CDC Sud-Gironde, soit très solidaire dans cette démarche d'accueil sur le territoire. Vas-y. Au micro. Mets-le au micro. Mets-le au micro. Oui, juste pour rappeler aussi que certains territoires n'ont même pas d'obligation. Ils en avaient, ils n'en ont plus. Donc il y a des batailles à mener avec nos collègues, effectivement. Nous avons répondu systématiquement. Nous avons fait... et il est vrai que historiquement, nous accueillons des gens du voyage sur notre territoire, mais d'autres territoires accueillent aussi historiquement des gens du voyage. Et le schéma directeur n'a pas tenu compte de cet accueil-là, effectif. Je vous propose de passer au vote, s'il n'y a pas de remarques. Qui est contre, qui s'abstient. Vote à l'unanimité. Merci beaucoup. On passe au fonds de concours sur la commune de Pian. Yann, tu veux en dire quelques mots ? Je crois que c'est toi. Oui, alors c'est un complément de fonds de concours. Merci David. Non, c'est un avenant, c'est un complément de fonds de concours. Notre collègue Didier Cousinet nous avait sollicité pour ceux qui étaient élus au mandat précédent pour que nous l'accompagnions sur un réaménagement de voirie plus ou moins douce dans les environnements pour la desserte du collège, mais aussi du pôle de la CDC. Donc on avait accepté de l'accompagner sur les règles qu'on s'était fixées à l'époque. Bon, il s'avère que le budget n'était peut-être pas ficelé à 100%, ou pile poil, si vous me permettez l'expression. Donc il y a un petit complément qui se présente à nous maintenant que les travaux sont réalisés. On avait conventionné nos conventions qui régissent les relations entre notre CDC et les communes en la matière, prévoient qu'on continue aussi à prendre notre part sur la part complémentaire. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et cette augmentation, donc je vais vous demander de voter un complément, une augmentation de 3 066,87 € pour boucler ce projet d'aménagement viaire qui dessert le collège malgré tout de Pian. Est-ce qu'il y a des remarques ou questions ? On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient ? Vote à l'unanimité. Ensuite, on passe au point 19, sur les acquisitions foncières. Je peux en dire 2 mots. Donc, je vous rappelle que sur la fin du précédent mandat, la communauté de communes s'était engagée à faire l'acquisition du bâtiment qui est en face du Super U. Si tout le monde le voit, près de la gare, un très très grand bâtiment. Donc, on a mis à peu près 6-7 mois de négociations, récupérer des subventions potentielles, etc. Puis finalement, au bout du compte, il y a 1 mois, le vendeur n'est plus vendeur. Dans le même temps, je vous rappelle qu'on avait essayé de faire l'acquisition des terrains qui appartiennent à une structure de la SNCF qui s'appelle ICF. C'est toutes les maisons qui sont le long de la voie ferrée. Quand on regarde la gare, toutes les maisons qui sont à droite de la gare, tout le long de la voie ferrée, sur lequel on essaye de voir si on pouvait être acquéreur en vue de key parking ou autre projet depuis au moins 2 ou 3 ans. Bon, ça tournait un peu. Et puis, dans le même temps, chose improbable, ils nous ont recontactés pour nous dire qu'ils étaient favorables à la vente. Donc là, il y a une véritable opportunité, c'est-à-dire que pour une somme un petit peu moindre que l'acquisition du bâtiment, on peut garder les subventions d'acquisition a priori, les 35% parce que c'est dans le cadre du projet de la gare. Donc là, on a tout intérêt aujourd'hui de récupérer cette partie-là, vous voyez, ce qui est complètement à droite, sur lequel on peut se projeter au moins sur du court terme, qui parking même en monte entre guillemets dégradé, mais même sur des projets structurants. C'est l'intérêt général. Il y a une fenêtre, il faut la prendre, en espérant qu'eux non plus ne reculent pas. Bon, là, a priori, on a des engagements certains. Voilà ce que je... Parce que tu veux donner des détails sur la somme, c'est les mêmes sommes quasiment. Hein. Non, c'est plutôt une bonne surprise. Et puis quand on a décidé de travailler avec ICF,
On avait, nous, une enveloppe entre 550 000 et 600, donc je ne vous cache pas que je prônais le 550 000. Écoutez, ils ont retenu notre proposition, et puis en plus, ils prennent les honoraires. Donc en fait, pour nous, c'est quand même un gain de 33 000 euros. Donc pour la collectivité, l'acquisition de cet ensemble immobilier s'élèvera à 517 000 euros. Donc je pense qu'il faut le faire, oui. S'il n'y a pas de remarques, on passe au vote. Si vous êtes d'accord, qui est contre, qui s'abstient, vote à l'unanimité. Merci beaucoup. Sur le point autorisation de signature de convention de fonds sous mandat avec l'opérateur Solia, tu veux en dire un mot, s'il te plaît? On laisse la parole à notre vice-président en charge du libéralisme, Antoine. Bonjour à tout le monde. Donc dans le cadre effectivement de cette convention, de cette convention avec Solia, aujourd'hui, donc on travaille avec eux depuis 2018. La communauté de communes est engagée dans cette programmation, en particulier sur l'amélioration de l'habitat sur le territoire. Aujourd'hui, il s'avère que l'ensemble des subventions qui peuvent être versées auprès des bénéficiaires, malgré des demandes d'avance auprès de l'ANA sur le plan national, et malheureusement arrive des fois un petit peu en retard sur le règlement des travaux concernant les entreprises qui ont réalisé ces travaux-là. Donc aujourd'hui, l'association se propose finalement de faire cette avance de fonds. C'est-à-dire que les avances ne seraient plus versées directement auprès des bénéficiaires, mais auprès de l'association directement. Donc c'est aussi, je pense, une gestion confortable, surtout pour les bénéficiaires en particulier, parce que ça permettra de clôturer les dossiers beaucoup plus rapidement qu'individuellement. Voilà. Donc, Monsieur le Président, vous pouvez passer. Est-ce qu'il y a des remarques ou questions? Oui, vas-y. Attends, prends le micro. Attends, le micro. Mais non, il ne sait pas. Tiens. Je ne suis pas comme Yann, moi je ne suis pas habitué au micro. Non, juste, je trouve que c'est une très bonne chose parce que beaucoup de familles qui utilisent ce process, quelquefois soit ne vont pas jusqu'au bout, ou soit pour aller au bout, empruntent justement parce qu'il faut faire l'avance. Donc, et les artisans aussi seront payés en temps et en heure. Donc je trouve que ce soit pour les bénéficiaires ou pour les artisans, c'est une très belle avancée. Est-ce qu'on peut passer au vote? Donc, qui est contre, qui s'abstient, vote à l'unanimité. Tu as encore un point d'explication là sur la DGFiP, Antoine? Oui, un petit point d'explication, c'est simplement la direction régionale concernant la DGFiP nous fait une demande de mise à disposition en fait, de données, d'informations concernant le droit des sols, l'ensemble des documents d'autorisation de droit des sols, qui sont réalisés bien sûr dans le service ADS de la communauté de communes, tout simplement pour qu'on puisse leur remonter l'ensemble des informations. Voilà, chose qui n'était pas faite dans ce fonctionnement-là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des remarques ou questions? On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, vote à l'unanimité. Si Nathalie, tu veux bien nous donner quelques points sur les points 22 et 23, s'il te plaît. Notre vice-présidente en charge des ressources humaines. Bonsoir. Alors, le point 22. Donc, le point 22, en fait, dans les 6 mois qui suivent le renouvellement général, on a l'obligation d'informer sur la protection sociale complémentaire des agents de la CDC. Donc, pour rappel, la protection sociale complémentaire se décompose en 2 volets, la santé et la prévoyance. Aujourd'hui, il y a une obligation de participation pour les employeurs qui sont à hauteur minimum de 15 € par mois pour le volet santé et 7 € par mois pour la prévoyance. La CDC aujourd'hui participe à 20 € pour les agents pour la santé sur des contrats labellisés et 10 € pour la prévoyance sur des contrats labellisés. Le nouveau cadre juridique impose une adhésion à un contrat collectif au niveau de la prévoyance uniquement. En termes de santé, il n'y a pas d'obligation à ce jour. Cette obligation rentre en vigueur au 1er janvier 2029. Les agents auront aussi l'obligation d'adhérer à ce contrat prévoyance.
Aujourd'hui, on anticipe un petit peu, on souhaiterait anticiper un petit peu le contrat et signer le contrat donc avec le centre de gestion, adhérer au contrat collectif du centre de gestion au 1er janvier 2027. Ça permettra donc de proposer déjà ce contrat avec des garanties minimum intéressantes pour les agents qui n'ont pas aujourd'hui forcément de bonnes garanties. Ce sera du volontariat, ce ne sera pas une obligation au 1er janvier 2027, ça le deviendra qu'en 2029. Donc voilà, en CST le 22 juin, le CST a émis un avis favorable pour cette anticipation-là. Voilà, donc ça c'est le point 22 et ensuite il y aura la délibération sur le point 23 pour justement adhérer à la signature du contrat prévoyance au centre de gestion à compter du 1er janvier 2027. Comme ça, on va voter le point 22 et le point 23 de suite. C'est magnifique. On passe, s'il n'y a pas de remarques ou de questions, on passe au vote du point 22. Qui est contre, qui s'abstient, vote à l'unanimité. Et pour le point 3, qui était le prolongement de ton explication, le point 23, pardon, l'adhésion à la convention, qui est contre, qui s'abstient, vote à l'unanimité. Nous arrivons au bout et aux communications. Moi, en ce qui me concerne, peut-être rappeler, puisqu'on va faire le tour de quelques-uns qui ont été désignés, c'est important qu'entre les conseils, on rappelle comment dire, les responsabilités qui sont prises au sein des syndicats. Donc Olivier, tu as repris la présidence du syndicat du Ciron, je crois brillamment élu. Tu veux une petite... Et est-ce que tu as un commentaire à faire par rapport au Ciron ou Il y a des moustiques, t'entends? Mets-toi là, regarde. Bonsoir à toutes et à tous. Non, je ne ferai pas de vanne cette fois-ci. Non, j'ai été réélu, j'en suis ravi parce que, comme vous le savez, j'ai choisi de renoncer à travailler à la CDC pour me consacrer au Ciron, puisque j'ai devant moi 4 années de travail relativement complexes pour créer une réserve naturelle nationale. Voilà, donc j'ai du pain sur la planche et je suis ravi d'avoir été réélu. C'est un gros enjeu pour nous. Oui, c'est un gros enjeu, hein, c'est vraiment important. C'est une mécanique assez compliquée de créer une réserve nationale. Et donc, mes co-listiers sont enthousiastes. Donc, on va bien travailler, je pense. Merci, Olivier. Ensuite, je ne sais pas si la dernière fois, Christophe Fumet. Christophe, il est là, Christophe? Ouais, on avait au précédent, tu étais réélu au précédent. Je l'avais déjà dit, je crois, que tu avais été réélu. Non? Donc tu veux dire aussi quelques mots, Christophe? Attention à la caméra. Hein. Et bonsoir à tous et à toutes. Oui, effectivement, donc j'ai été réélu, moi et les vice-présidents proposés. On a beaucoup de travail, donc vous avez compris qu'on est en train de faire quelque chose qui est un peu particulier, puisque normalement c'est des communes de 50 000 habitants qui ont droit à ça, et nous on a des petites communes, et le fait que tout ça se soit fédéré, c'est quand même une chance. Bien évidemment, on a très certainement, et je l'espère, les basadés qui devraient nous rejoindre. Et il faut savoir que la mobilité se situe dans un bassin de mobilité. Et donc ce qui est très rare, en fait, c'est d'avoir un bassin plein. Donc si on arrive à avoir ce bassin plein, on serait que 5 en France à avoir cette taille-là dans le milieu rural. Donc je pense que c'est un peu exceptionnel. Alors je le redis chaque fois, mais bon, c'est une vérité. Les présidents de CDC qui ont eu, je dirais, la bonne idée à l'époque de faire ça, aujourd'hui on en a les fruits. Moi, personnellement, mon travail, il est, je dirais, très important dans le PEM, puisque je veux m'engager fortement dans les PEM.
C'est-à-dire que je veux démontrer d'une façon forte que la mobilité et les PEM, il y a un lien très fort et bien évidemment, ça devrait servir à tout le monde. Voilà ce que je peux dire globalement. Merci Christophe. Ensuite, on passe à notre Christophe Doré, sur le SICTOM. S'il te plaît, tu viens ici, comme ça sera... Ouais, non, parce qu'avec la caméra, ce sera bien, je pense. Si tu le veux bien. Parce que je pense que demain, avec ce dont va vous parler Christophe, je pense qu'on sera au bout de toutes les dernières élections qui s'installent, puisqu'il y a encore des élections dans lesquelles on est concerné. Il va vous en parler. Ouais, bonsoir à toutes et à tous. Oui, donc j'ai été réélu président du SICTOM le 20 mai et j'en suis ravi parce que j'ai adoré le premier mandat. Sur la composition du bureau, moi j'avais marqué au président de CDC ma volonté d'avoir un bureau à parité aussi sur ce mandat-là. Donc je leur ai demandé de désigner des vice-présidentes. Et donc aujourd'hui, le bureau, il est composé de 7 personnes, y compris moi, et de 4 femmes pour 3 hommes. Donc ça, c'était important. Et je trouve que c'est un beau message à envoyer à tout le monde, en fait. On a réduit aussi le nombre de vice-présidents. Pourquoi ? Parce que on est dans un contexte où la redevance, elle augmente régulièrement. Bon, à part sur notre syndicat, puisque sur les 2 dernières années, il n'y a pas eu d'augmentation. Mais on a voulu aussi marquer le fait que nous, on était capables, aussi les élus, de faire des économies. Et donc, en réduisant de 3 VP, ça nous permet d'investir 350 000 euros sur 20 ans. Et comme on a les gros investissements sur le site de Fargue, notamment, puisqu'on veut basculer notre déchetterie et nos bureaux à Fargue, voilà, ça, une partie du financement se fera via ces économies-là. Après, sur l'objectif du mandat, j'ai demandé à chacun et chacune des vice-présidents de venir avec une feuille de route dans 6 mois. L'objectif, c'est de continuer à réduire nos déchets. Hein. C'est comme ça qu'on arrive à maîtriser nos coûts. Sur le mandat précédent, on est passé de ce qui faisait mal il y a 6 ans, de 220 kilos d'ordures ménagères produites, on est passé à 160. Donc 160 kg par habitant et par an. Et donc ça, c'est une économie significative, et ce qui nous permet de contenir nos coûts et de maîtriser la redevance. Donc voilà, il faut qu'on se fixe le prochain objectif, de combien on va diminuer. Et ça, c'est pas qu'au SICTOM, hein, c'est surtout dans les communes, et c'est avec les maires, c'est avec les conseillers municipaux qui doivent faire relais pour qu'on continue à mieux trier et à moins produire de déchets. Sur les élections à venir de demain, il y a les élections sur notre SPL Tri-Gironde. Donc ça, c'est la société publique locale où, avec 6 autres actionnaires publics, on a construit notre centre de tri. Alors, je suis le président sortant, j'espère être réélu demain. Et l'après-midi, il y a les élections d'Unitom 33. Donc ça, c'est la société publique locale constituée des syndicats de traitement de collecte des déchets ou des communautés de communes en dehors de Bordeaux Métropole, cette SPL étant l'interlocuteur unique de Bordeaux Métropole sur la gestion des 2 unités de valorisation, les 2 incinérateurs, vous savez, de Bègles et de Villeneuve-d'Ornon, qui nous causent tant de soucis, puisqu'ils sont gérés par Veolia, et le coût de l'incinération est à 150 € la tonne quand il était à 90 € il y a 6 ans. Donc j'espère que je suis clair. Avec cette nouvelle gouvernance, avec ce nouveau dialogue avec Bordeaux Métropole, on sera en ordre de marche pour qu'au 1er janvier 2028, d'abord on désigne qui sera le gestionnaire de ces incinérateurs, et surtout pour qu'on revienne à un prix d'incinération qui soit... Alors je ne peux pas dire de prix ici, puisqu'en fait maintenant on va lancer les appels d'offres, donc on ne veut surtout pas donner de cible aux candidats potentiels, hein. Il y en a 4, donc ça aussi c'est la bonne nouvelle, il y a 4 candidats pour reprendre la gestion de ces UVE, donc, mais bien sûr bien en dessous du prix que l'on paye aujourd'hui. Et un petit commentaire, il faut se rappeler qu'en 2014, il y avait le SICTOM du Langonnet. Entre 2014 et 2019, on s'est regroupé toutes les structures syndicales du territoire, et c'est devenu le SICTOM du Sud-Gironde. Et qu'ensuite, on a fait ce travail-là en responsabilité d'être vers d'autres démarches de collecte, où je crois qu'on
on nous regardait, on se moquait un tout petit peu parce qu'il y avait plein qui faisaient Star Wars avec plein de, de promesses. Je vous invite, Christophe m'a rappelé de lire Sud-Ouest samedi matin, de samedi, je vous invite à le lire. C'est toujours très intéressant et je pense que ce qui est important, c'est quand on gère en responsabilité avec pragmatisme sur le territoire, parce qu'encore une fois, l'année dernière, on a été le seul syndicat du département à pas avoir augmenté. Et l'année d'avant aussi. Et l'année d'avant aussi. Deuxième sujet, c'est quand on prend notre destin en main, c'est quand même l'ADN de notre territoire, puisqu'il y a beaucoup de syndicats, on l'a évoqué, on a fait la présentation, c'est pour ça que je suis dans la démonstration de dire que si on a tous ces syndicats, c'est parce que c'est l'ADN de notre territoire, et c'est quand on garde la même politique. La même politique, demain, il y a une grosse partie, il y avait un combat qui avait été mené avec l'engagement tenu par les précédentes gouvernances, notamment sur la métropole, ça avait été signé, et tu étais à la signature, je crois 3 semaines avant le premier tour, sur le fait de garantir un tarif unique sur le département. Ça, c'est hyper important pour nous, parce que vous savez qu'il y avait une injustice territoriale par rapport à ça. J'espère vraiment, et j'espère que les métropolitains tiendront cet engagement de continuité, qu'on ne reviendra pas en arrière, je n'espère pas, ça n'a pas l'air d'être parti pour ça, mais enfin, ce travail-là de faire lien avec territoire, la métropole avec le reste des territoires, c'est fondamental et on sera vigilant. Et je sais que Christophe, comme avec d'autres collègues comme Jean-François Auby, vous saurez porter la parole. Oui, c'est ça. En fait, sur la SPL Unitom 33, donc il y a deux interlocuteurs désignés à Unitom 33 pour rencontrer Bordeaux Métropole. Donc Thomas Cazenave ou ses équipes, je ne sais pas qui ce sera encore. Donc il y a Jean-François Auby, le président du CEMOCTOM. Tout ça dépendra des élections demain, mais ça a l'air de partir comme ça. Et moi, en tant que premier vice-président. Et vraiment, on va continuer à porter cette voix et mettre la pression pour que les engagements soient tenus, puisque c'est vital dans notre politique globale de réduction de nos déchets. Il faut aussi qu'on associe une réduction des coûts, parce que c'est ce qu'attendent les administrés. Et rappeler que la compétence déchets est une compétence obligatoire de la communauté de communes. On délègue certes aux syndicats, mais c'est pour ça que c'est important de faire un focus important. Tu as autre chose à ajouter, Christophe? C'est bon? Non, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Et peut-être pour terminer, reste là 2 secondes, tu vas voir pourquoi 2 secondes, ça me percute. Aujourd'hui, j'ai reçu, et je voulais diffuser, la lettre de Bruno Tauzin concernant la ludothèque. Donc la ludothèque est un projet qui est sur notre territoire depuis des années. Ça fait partie des projets qui font sens, qui créent du lien social, qui s'appuient sur l'économie sociale et solidaire. C'est des équilibres fragiles. Et donc ils m'ont fait un courrier, ils m'ont interpellé. Je sais qu'ils ont rencontré Christophe sur Langon, il va vous expliquer. Et aussi avec sa casquette de SICTOM, il va vous expliquer pourquoi. C'est pour ça que j'aimerais bien que tu restes 2 minutes. Et en fait, ils ne viennent pas pour demander de l'argent à la collectivité, ils ne nous interpellent pas sur ça, ils nous interpellent sur le fait que demain, cet équilibre-là, il peut marcher parce que quand nos collectivités, au lieu d'acheter des jeux neufs, il y a des choses qui sont reconditionnées, qui sont top dans nos écoles, pour certaines manifestations, faire appel, plutôt que des fois des autres structures qui sont parfois haut de territoire, qui sont sympatoches, et de ne pas oublier aussi qu'il faut faire commun. J'avais parlé de coopératives du territoire. Ils font partie de notre coopérative et quand on voit ce qu'ils sont capables d'apporter, je vous ai transmis, je crois aussi, le rapport d'activité. Si je ne l'ai pas fait, c'est que je l'ai oublié, donc je vous le transmettrai. Et vous verrez que c'est très important parce que ça touche vraiment énormément de familles du territoire. Et donc voilà, je crois qu'on aura à regarder, à être en vigilance. C'est peut-être des fois des petites choses sur chacune de nos communes qui permettra la pérennité du sujet. Et parle du sujet éco-circulaire, Christophe, s'il te plaît. Oui, donc en fait c'était super intéressant, surtout en fait il venait pas dans une démarche de demander une augmentation des subventions. Parce que moi je l'ai reçu avec ma casquette adjoint aux finances de la ville de Langon et c'était pas du tout ça. Il disait mais notre activité est pas assez connue des communes et je veux dire et y compris dans les services à la ville de Langon, on a fait aussi notre mea culpa, on ne pense pas à eux tout le temps. Il dit, voilà, il leur manque 10 000 euros pour boucler une année. Ils disent, c'est quand même vertueux, on donne une seconde vie à un objet. Je veux dire, quand on parle aujourd'hui de canicule, de croissance et tout ça, enfin, je veux dire, il faut aussi se poser la question comme ça. Peut-être que moins de production ou la réutilisation d'objets produits, c'est une réponse à ce qu'on vit actuellement. Mais voilà, pour eux, c'est vital. Donc voilà, peut-être tous, pensons-y plus. C'est une asso
local qui rayonne sur le territoire et qui fait à la fois des animations en lien avec les mairies, en lien avec le SICTOM aussi sur la récupération de jouets. C'est plutôt noble et vertueux. Et puis, dernier point, vous avez vu que je l'avais évoqué en bureau des maires, donc quand il avait fallu, j'avais sollicité les parlementaires, le gouvernement, vous savez, sur les remboursements pour les frais kilométriques. Vous imaginez bien qu'une réponse en nous disant qu'on va augmenter de 1 centime, ça ne peut pas être satisfaisant. Donc, comme d'autres, je vais à nouveau remettre 1 centime dans la mécanique parce que il ne faut même pas faire de réponse. Voilà, 1 centime, c'est presque du mépris qu'on envoie. Donc, à la limite, ne rien dire. Donc, vous dire en votre nom à tous, je continuerai à faire le relais, ce qu'on a partagé. Et puis, pour terminer, dans la suite des dernières élections, et si j'ai oublié quelqu'un qui le dise, en tout cas, depuis mercredi, je suis donc le nouveau président du conseil de surveillance de l'hôpital. Alors, j'ai suffisamment de casquettes, je ne cours pas après. En revanche, être président du conseil de surveillance de l'hôpital aujourd'hui au regard des enjeux, c'est hyper important. Ça permet de faire du sens et du relais de ce qu'on apporte. Donc j'ai pu rappeler aussi que la communauté de communes, elle a été partenaire du projet immobilier, car j'ai rappelé qu'on a voté 100 000 €. Donc voilà, ils seront forcément associés à notre projet de territoire. On a la chance d'avoir un hôpital, même si on a eu encore des témoignages de certains collègues qui ont vécu les uns les autres encore sur la canicule. On s'en sort plutôt pas mal par rapport à d'autres, malgré la difficulté, malgré le fait que ce ne soit pas encore climatisé. Donc voilà, je terminerai sur ça. S'il y a des prises de parole, je les donne. Sinon, je vous souhaite un bel été à tous. Et puis, merci beaucoup. On lève la séance et puis on se prend un petit moment entre nous. Merci beaucoup.